Je vous propose de commencer notre ordre du jour avec le premier point qui concerne l'autorisation pour la signature de la Convention d'équilibre habitat-activité 2009-2013 entre l'État et la ville de Montreuil. Rapporteur Manuel Martinez. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, nous sommes donc amenés à délibérer sur la prochaine convention d'équilibre habitat-activité pour la période 2009-2013 qui sera signée entre la commune et l'État. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une convention d'équilibre habitat-activité? Peut-être pour être un peu plus pédagogique pour l'ensemble de nos téléspectateurs, je vous propose quelques diapositives. Rassurez-vous, il n'y en a que 5 ou 6. Cela ira très vite, mais je pense contribuera à la compréhension de ce sujet au demeurant à la fois technique et politique. En Île-de-France, pour construire des locaux d'activité, des bureaux, des activités commerciales ou administratives, il faut obtenir ce que l'on appelle un agrément des services de l'État. Cet agrément doit être délivré par le préfet de région. Il est prévu que ce droit du préfet de région soit déconcentré et soit délégué au préfet du département dans l'hypothèse où une convention d'équilibre entre la ville et l'État est signée. C'est donc la démarche dans laquelle nous nous sommes engagés. Diapositive numéro 2, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une convention d'équilibre habitat-activité? C'est un document assez complet qui définit sur une période de 5 ans l'équilibre à respecter sur le territoire de la ville entre les constructions qui seront destinées aux activités, donc principalement des bureaux pour ce qui nous concerne, et celles qui seront destinées à l'habitat. Je vais donc, avant de vous présenter les caractéristiques de la convention d'habitat pour la période 2009-2013, dresser rapidement un bilan factuel des réalisations de la précédente convention d'équilibre habitat-activité, puisque ce n'est pas quelque chose de nouveau. La ville a déjà signé, avec les représentants de l'État, une convention d'équilibre dans les années passées. Alors, sur la période 2002-2006, qui était la période de la précédente convention, il était prévu que la ville réalise 4000 logements sur son territoire. Uniquement 2000 ont été réalisés, c'est-à-dire la moitié seulement, 50% des objectifs de production de logements qui étaient assignés à la ville dans le cadre de cette convention avec l'État ont été réalisés. En revanche, pour ce qui est de la production de bureaux, là, l'objectif a été non pas atteint, mais en tout cas, on a été plus proche de la réalisation de l'objectif avec 63% des objectifs de production de bureaux qui ont été atteints au cours de la précédente convention. Enfin, je voudrais signaler 2 points. L'un sur lequel nous avons déjà eu l'occasion de parler dans cette Assemblée et qui nous pose d'ailleurs beaucoup de problèmes, puisqu'on nous vendait la réalisation de bureaux comme étant une ressource supplémentaire pour la ville en termes de taxes professionnelles. Et malheureusement, force est de constater que près des 2/3, donc 62% des bureaux autorisés durant la précédente convention, ont été occupés par des établissements publics ou parapublics qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle, donc qui ne génèrent aucun revenu fiscal supplémentaire pour la commune. Enfin, dernier point sur le bilan de la Convention, sur le pourcentage de logements sociaux réalisés, parce que c'est un sujet qui revient aussi souvent dans nos débats dans cette Assemblée, avec la crainte que peut-être à l'avenir nous ne réalisions pas autant de logements que précédemment. Je voudrais juste vous rappeler qu'en incluant tous les projets de renouvellement urbain, uniquement 34% de logements sociaux ont été réalisés dans la période, et que si nous excluons les quartiers de renouvellement urbain qui, par nature, sont composés de logements sociaux, eh bien seulement 24% des logements sociaux réalisés au cours de la dernière période étaient des logements sociaux. Alors, quels sont nos objectifs pour la période 2009-2013 ?
Alors d'abord, bien entendu, à la suite du bilan que je viens de vous présenter, rattraper le retard accumulé par la ville dans la réalisation et la production de logements et s'inscrire résolument dans une logique d'objectifs régionaux. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler au cours du précédent conseil municipal que toutes nos démarches de PLU ou de révision du POS s'inscrivaient dans le cadre du schéma directeur de la région Île-de-France, qui a été adopté par la majorité du conseil régional en septembre dernier, qui a aussi été adopté par la majorité du conseil général du département. Alors, que prévoit ce schéma directeur? Il prévoit la réalisation de logements pour remédier à la crise importante qui est celle du logement dans la région Île-de-France. Donc, il y a une répartition de ces logements sur l'ensemble du territoire. Sur le département de la Seine-Saint-Denis, un certain nombre de quotas de logements, un peu plus de 8 000 sont prévus, compte tenu des caractéristiques de notre commune, un peu plus de 8 000 par an. Compte tenu des caractéristiques de notre commune, il s'agit de réaliser sur une période de 5 ans environ 3 500 logements, soit 700 logements par an, c'est-à-dire près du double de ce qui était réalisé jusqu'à présent. Et en termes de mètres carrés, ça représente 270 000 mètres carrés. De même, cette convention d'habitat, d'équilibre habitat-activité prévoit une surface de construction de bureaux à hauteur de 150 000 mètres carrés de surface, c'est-à-dire un ratio, un rapport entre les logements et les bureaux établi à 1,8, c'est-à-dire que pour 1 mètre carré de bureau autorisé, la ville s'engage à réaliser 1,8 mètres carrés de logement. Un point important que je tiens à signaler pour éviter les écueils dans lesquels malheureusement la ville a sombré par le passé, c'est qu'en cas d'importantes surfaces occupées par des établissements publics qui ne contribuaient pas à la taxe professionnelle, nous avons d'ores et déjà prévu avec les services de l'État un avenant à la présente convention. J'en profite pour rafraîchir parce que visiblement, Monsieur Lechecker, mais c'est normal, je lui pardonne, il n'était pas élu, mais peut-être pour ses collègues, je n'étais pas en charge du développement économique pendant cette période. Hein. Voilà. Non mais réviser. Non, voilà. Non, effectivement, je n'ai pas eu d'indemnité de la période de 2002 à 2005. Vous devriez vous en souvenir, puisque ma délégation m'avait été retirée. Voilà. Je vous précise juste ce petit épisode. S'il vous plaît. Voilà. Probablement. Voilà. C'est pas grandiose comme commentaire. On pourrait peut-être essayer de remonter un tout petit peu au-dessus de la ligne de clôture. S'il vous plaît. Par le passé, le maire disposait de la parole et distribuait le micro comme il lui convenait. Je souhaite pouvoir éviter ce genre de choses. J'espère que ça pourrait se réguler de façon démocratique, normale et un peu responsable. Ça suppose qu'on évite les insultes. Vous avez commencé les noms d'oiseaux et les insultes sur l'aile gauche. Elles s'entendent jusqu'ici sans micro. Donc soyez assez dignes pour vous en passer. Exactement. Exactement. Donc vous arrêtez et Manuel Martinez a seule la parole. Merci Madame la maire. Pas de force ce soir. Votre micro. Bon, pour finir, quelques éléments caractéristiques de cette convention. Nous avons considéré avec les services de l'État qu'il fallait inclure dans cette convention au titre des logements non seulement les logements familiaux, mais aussi les résidences spécifiques, notamment pour étudiants, personnes âgées ou travailleurs migrants, dont nous savons qu'elles composent un parc non négligeable une part non négligeable du parc de logement de la ville. Toutefois, nous avons prévu que dans la prochaine convention, ces logements spécifiques ne représenteront pas plus de 10% de la surface des logements qui seront construits. Enfin, pour répondre à une préoccupation qui, je crois, est celle de tous les élus dans cette Assemblée, nous avons prévu, dans la Convention, de maintenir les équilibres actuels du parc de logements, qui, je vous le rappelle, compte 35% de logements locatifs sociaux dans la ville. Je rappelle que dans la précédente Convention, hors opération en rue, seulement 24% des logements réalisés étaient des logements sociaux. Voilà.
Pour ce qui est du contenu de la Convention, alors cette Convention, bien entendu, pour la mettre en œuvre, il nous faut des moyens et nous avons décidé de nous les accorder de plusieurs manières. D'abord, en révisant de manière simplifiée le plan d'occupation des sols, notamment dans le Bas-Montreuil, sur 8 sites où il était prévu exclusivement la réalisation de bureaux. On a déjà eu l'occasion d'en débattre ici. Nous nous sommes également fixés comme objectif d'approuver un nouveau PLU en juin 2010 afin de permettre un règlement qui autorise l'atteinte des objectifs de cette convention. Et bien entendu, dans le cadre de ce PLU, nous aurons l'occasion d'ouvrir l'urbanisation de plusieurs secteurs, dans le secteur de la Boissière sur les anciens terrains du CEDIF, autour de la rue de Paris, où tout le monde convient qu'il y a la matière à davantage construire, sur les pourtours du tramway et dans une partie du secteur des murs à pêche. On aura l'occasion de discuter, je crois, le mois prochain des travaux de la commission extramunicipale sur ce secteur. Enfin, bien entendu, pour nous aider dans le portage foncier sur des sites importants, nous sommes actuellement en discussion avec l'établissement public foncier de la région Île-de-France, qui est prêt, dans le cadre de sa mission, à organiser du portage foncier sur la ville de Montreuil. Voilà, j'en ai fini pour cette introduction. Je crois que mes collègues Catherine Pilon et Daniel Mosman souhaitent également apporter leur éclairage sur ce document que nous avons travaillé conjointement avec les services de l'État. Donc je vais leur laisser la parole. Merci. Madame Pilon. Alors, moi je voudrais vous expliquer en fait comment on ne doit pas avoir peur du passage du taux de 1,06 à 1,08. 1,8, pardon. Donc la précédente convention, 1,06, ça voulait dire pour un logement, on fait un bureau. C'est globalement ce qui a été réalisé. C'est exactement ce qui a été réalisé. Là, on décide que pour un bureau, on fait 1,8 logements. C'est-à-dire que finalement, on double quasiment l'ambition du logement au regard du bureau. On pourrait s'inquiéter que Montreuil, ainsi, tourne un virage radical et renonce complètement à avoir une politique de développement économique offensive. Eh bien, c'est faux. C'est pas du tout ça qu'on a derrière l'esprit. Avec ce taux de 1,8, nous nous engageons à aboutir à la création de 150 000 m² d'activités bureaux. Dans la précédente convention, il y a eu 137 579 m² de bureaux. Donc globalement, au terme de cette convention, il n'y aura pas moins d'activités économiques que ce qui a été réalisé dans la période précédente. Mon collègue Manuel Martinez a aussi rappelé que dans la période précédente, sur les 137 000 m² de bureaux, il y en avait 60% qui étaient occupés par des administrations, et donc pas de taxes professionnelles, et donc peu d'emplois aussi, puisque les administrations recrutant des fonctionnaires, les fonctionnaires ils sont recrutés par des voies qu'on connaît, des concours nationaux, etc. Et donc ça donne peu de marge de manœuvre pour les entreprises, donc administrations qui arrivent, de recruter sur le bassin d'emploi. Donc notre ambition à nous, c'est donc pas faire moins de développement économique, y compris en mètres carrés. Si on fait tous les logements qu'on a dit et qu'on fait tous les bureaux qu'on a dit, on aura fait plus, beaucoup plus de logements et aussi autant de bureaux. Par contre, on veut les faire autrement et mieux. Donc mon collègue Manuel Martinez a parlé de la révision du poste qui permet sur une parcelle donnée, plutôt que de ne faire qu'un bloc de bureaux dans un quartier qui en a déjà accueilli 70% de ce qui a été réalisé en 6 ans, de mieux équilibrer entre le logement et le bureau à la parcelle. Ça, c'est le premier changement. Mais nous, on ambitionne aussi de faire changer ça à l'échelle de la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle souvent des quartiers de bureaux qui sont des quartiers déserts. Le soir, il n'y a pas d'habitat, il n'y a pas de vie. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est de mettre des bureaux dans le Haut-Montreuil. Parce que, comme nous le font remarquer les habitants, par exemple, avec lesquels on discutait lors du débat sur le PADD, dans le Haut-Montreuil, c'est des quartiers morts aussi. Mais c'est des quartiers morts parce que c'est des quartiers uniquement d'habitat. Donc l'ambition aujourd'hui, c'est vraiment, avec l'ouverture à l'urbanisation de plusieurs périmètres autres que ceux du Bas-Montreuil, c'est
de faire de la mixité sur les parcelles dans des quartiers qui sont aujourd'hui plutôt dédiés au logement, d'y ajouter des entreprises. On veut aussi diversifier entre les grandes et les petites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même une forte dépendance. La ville, fiscalement, est très dépendante de certaines entreprises. Je rappelle ici que, par exemple, 6 entreprises de la ville apportent 20% de la taxe professionnelle. Si ces 6 entreprises s'en vont, on a 20% de la taxe professionnelle qui disparaît. Donc, on souhaite absolument diversifier le tissu d'entreprise afin de ne pas être dépendant de quelques grands groupes qui assureraient finalement les recettes fiscales de la ville. On veut aussi des entreprises qui soient plus pourvoyeuses d'emplois. Sur la période 2000-2007, qui a vu une augmentation de 12% du nombre d'établissements sur la ville, on a eu aussi une augmentation de 12% de l'emploi salarié privé. L'emploi salarié privé a augmenté de 12%. 12%, c'est moins que la moyenne départementale. La moyenne départementale, c'est 15% d'emplois salariés en plus. Donc on a fait moins bien que toutes les villes du département, en moyenne. Quand on compare à Saint-Denis, Saint-Denis a fait 58% d'augmentation de son emploi privé pendant la période. Nous, on a fait 12%, Saint-Denis a fait 58%. Et Nanterre a fait plus 59%. Donc on voit bien que la période dynamique d'un point de vue arrivée d'entreprises sur le territoire 2000-2007, elle a été très peu dynamique en matière de création d'emplois salariés privés sur le territoire. Donc voilà à peu près ce qui nous guide dans la politique économique à venir, sachant que les secteurs d'activité qu'on souhaite développer, y compris aussi parce que ce sont des secteurs d'activité qui seront plus pourvoyeurs d'emplois. Il y a bien entendu le multimédia qui est déjà dynamique sur le territoire et qu'il faut développer. Il y a aussi tout ce qui concerne l'économie durable et l'éco-construction, qui est un secteur qui explose en termes d'emploi aujourd'hui et que nous souhaitons accompagner. Et pour cela, pour la première fois à Montreuil, on a tenu la semaine dernière une réunion avec l'agence de développement économique du département, du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, et l'agence régionale du département, du Conseil régional d'Île-de-France. Donc tous ensemble, on compte vraiment relever ce défi qui est d'attirer des entreprises à Montreuil qui soient davantage pourvoyeuses d'emplois que ce qui n'a été fait dans la période précédente, entre 2000 et 2007. Voilà. Merci Catherine Pilon. C'était donc pour le volet activité, pour le volet logement maintenant, Daniel Moussement. Bonsoir à tous. Manuel Martinez et Catherine Pilon ont déjà dit beaucoup de choses sur le sujet. Je vais donc être peut-être un peu plus bref que dans mon intervention. Comme vous avez pu voir, la construction de logements, et particulièrement la construction de logements sociaux, est l'un des points forts de cette convention État-Ville, convention habitat-activité, telle que nous l'avons voulu. Je crois que dans la convention qui nous a été proposée, présentée, notre volonté politique apparaît clairement. Notre volonté politique, c'est de nous impliquer pleinement dans ce qui est aujourd'hui une lutte cruciale, non seulement pour nous, pour ville, avec l'ensemble de nos demandeurs de logement, mais aussi au niveau régional, au niveau national, c'est de nous impliquer pleinement dans cette lutte contre une crise du logement qui est particulièrement aiguë pour nous. La ville mettra en œuvre tous les moyens qu'elle a à sa disposition pour que les 3500, ça fera un peu beaucoup, 300 000 peut-être, les 3500 logements qu'elle s'engage à autoriser sur son territoire le soient effectivement. Alors, nous savons bien que cette volonté de la ville ne va pas suffire à compenser le désengagement de l'État. Nous savons que les efforts que nous allons réaliser au niveau de Montreuil seront parfaitement vains si la relance du secteur logement, notamment en termes de production et de répartition des logements sociaux, si cette production de logements n'est pas effective sur l'ensemble de l'Île-de-France. Jamais, et nous le savons bien aussi, la politique municipale ne permettra de répondre à l'augmentation de la demande de logement. Et pour cela, si l'État considère aujourd'hui qu'il engage la ville dans cette convention, nous n'oublierons pas de rappeler, autant qu'il sera nécessaire, à l'État, mais aussi à la région et au département, que cette convention les engage aussi, et qu'il faut qu'ils tiennent leurs engagements
tout particulièrement en matière de financement de logement social. En se fixant cet objectif de 3 500 logements, la municipalité s'affirme clairement aussi en faveur d'un certain développement de la ville, un développement qui inclut croissance démographique, croissance de la population, augmentation de la population et densification du tissu urbain. Notre recherche de densité, elle n'est pas simplement un choix esthétique, elle correspond à une inscription dans une perspective de développement durable de l'agglomération parisienne dans son ensemble. Elle s'inscrit dans la perspective d'une valorisation du foncier. Et quand je dis valorisation, je ne dis pas valorisation pécuniaire, mais je dis mise en valeur du foncier, mise en valeur du territoire, par la densification de la ville sur la ville, quelque chose qui permettra de préserver les espaces verts, qui permettra de préserver les espaces agricoles et naturels existants, d'offrir plus de services urbains aux habitants et de limiter le développement des infrastructures de transport. Notre effort de construction, il devra répondre, et il s'inscrit directement aussi dans un objectif de mixité, et de mixité à plusieurs niveaux, aussi bien en termes de mixité sociale que de mixité urbaine, en termes de mixité des statuts, logement social ou pas, mixité des formes aussi, des formes architecturales, mixité logement-activité aussi, comme l'a dit Catherine à plusieurs reprises. Et tout cela, cette mixité, non seulement à l'échelle de la ville, mais aussi à l'échelle du quartier, et même jusqu'à l'échelle, sans doute, de chaque opération. Notre objectif, c'est de préserver la diversité montreuilloise telle qu'elle existe et de permettre aux habitants d'avoir un parcours résidentiel dans leur ville, tout en développant une offre de logement adaptée à la diversité des besoins, à la diversité de leurs besoins et de leur mode de vie. Enfin, ça a déjà été fait, mais vous me permettrez d'insister sur un point qui nous tient particulièrement à cœur, comme l'a dit Manuel tout à l'heure. C'est de maintenir la part de logements sociaux sur la ville à environ 35%, comme vous avez pu le voir dans la page 15 de la Convention. Si on veut maintenir cette part de 35% de logements sociaux sur la ville, pour maintenir cette part de 35% de logements sociaux sur la ville, il va nous falloir prévoir un pourcentage de construction de logements sociaux d'environ 40%. C'est-à-dire que sur les 3 500 logements prévus, il y a 1400 logements qui doivent être des logements sociaux. Nous croyons fermement, ça c'est un choix qui montre vraiment quelque chose en quoi nous croyons vraiment énormément, c'est que, je crois que l'expérience le montre tous les jours aussi, c'est que le logement social, c'est aujourd'hui la seule offre qui corresponde aux besoins de nombreuses populations, qu'on parle des classes moyennes ou qu'on parle des plus démunis. Le taux de rotation aujourd'hui dans le parc social de Montreuil, c'est un des plus faibles qu'on puisse observer. Il s'établit autour de 4%. Ça veut dire que 4% des logements se vident et se renouvellent chaque année. Et la seule solution pour que nous puissions offrir aux populations, notamment les plus précaires, un véritable parcours résidentiel chez nous à Montreuil, que nous puissions faire en sorte qu'ils ne soient pas expulsés vers la deuxième couronne, comme ça se passe dans plein d'endroits actuellement sur la première couronne parisienne, eh bien, la seule solution pour nous, c'est de continuer à produire autant que possible des logements sociaux. Je m'arrêterai là, j'ai déjà été plus long que je pensais, merci. Merci. Y a-t-il des interventions, des questions? Je n'en vois pas. Je vais donc... Je n'ai pas vu lesquels. Le premier, Monsieur Bras, puis Monsieur Le Shaker. Monsieur Bras, moi... Je vais lever la main avant moi. Et c'est donc Monsieur Bras qui donne la parole. C'est bien, super. Monsieur Le Shaker, allez-y. Bon, plutôt que d'aller directement dans le corps de cette convention, je voudrais commencer le propos qui est le mien par le préambule de cette convention, dont il n'a pas été question dans les interventions que nous venons d'entendre, alors qu'il est fort instructif, puisqu'il constitue en fait, en quelque sorte, le postulat de départ qui vous a permis de construire cette convention. En clair, vous partez de l'existant pour tracer l'avenir. Et il est important,
dans un effort pédagogique, comme l'a fait Manuel Martinez, d'éclairer nos concitoyens avec l'intégralité des informations contenues dans la Convention, notamment en page 3 du préambule, où vous dites, au sujet de la situation de départ, je vous cite, « Afin de remédier à la pénurie de logements en Île-de-France, une politique, c'est vous qui le dites, incitative de construction a été mise en œuvre. » Vous reconnaissez donc implicitement à vos prédécesseurs, et vous le dites un petit peu plus loin, une forte volonté de rééquilibrage territorial entre le Haut et le Bas Montreuil. Vous continuez en disant que l'accent a été mis sur la réhabilitation du parc ancien, sur la lutte contre l'insalubrité. Différents dispositifs, dites-vous, visant à remettre sur le marché immobilier des logements offrant des conditions décentes d'occupation ont ainsi été mis en œuvre dans le cadre du protocole d'éradication de l'habitat indigne, fermez les guillemets. Plus extraordinaire encore, surtout quand on a entendu tout ce que nous avons entendu ces derniers temps, votre majorité nous présente un document qui fait l'éloge, chère Catherine Pilon, de la politique de développement économique de vos prédécesseurs. Vous le dites en page 4 de cette convention, je cite, « Cette dynamique s'est aussi accompagnée d'une politique de redynamisation économique de la ville et notamment du Bas-Montreuil dans un souci de rééquilibrage territorial. » Et de rajouter, tenez-vous bien, que cette politique, ouvrez les guillemets, visait à contrecarrer la crise économique violemment subie par la ville dans les années 90, pendant lesquelles l'emploi et le taux d'emploi avaient respectivement reculé de 20 et de 14%. Une réalité qu'il est bon de rappeler puisque vous nous l'aviez contestée au moment de la présentation du rapport Klopfer puis de l'audit financier. Encore plus beau, et malgré les propos de Manuel Martinez en cette séance et aux séances précédentes, on lit toujours en page 4, je vous cite, « Grâce à la reconversion en programme de bureaux de plusieurs sites industriels désaffectés du Bas-Montreuil, la ville est parvenue fin 2007 à retrouver un niveau d'emploi se rapprochant de celui du début des années 90. Les bras nous en tombent. Avec ce préambule, vous discréditez donc toute la communication mensongère qui a été la vôtre pendant ces derniers mois. Et j'en viens à la seconde partie de mon intervention concernant les perspectives. Partant de ce bilan positif de l'action de vos prédécesseurs, vous ouvrez donc des perspectives. Au mieux, nous les jugeons incantatoires et illusoires. Mais dans la plupart des cas, elles sont surtout inquiétantes et toujours financièrement risquées. Première remarque sur cette convention, elle stipule que les orientations stratégiques de la commune en matière d'urbanisme ne sont pas encore arrêtées puisqu'elles dépendent du PLU. Dans le meilleur des cas, et selon vos propres estimations, confirmées tout à l'heure par Manuel Martinez, l'approbation du PLU n'interviendra pas avant septembre 2010. Ce qui veut dire qu'aucun permis de construire ne pourra être engagé concrètement pour permettre l'objectif fixé dans cette convention avant courant 2011. Comment croire que vous réaliserez 3 500 logements en à peine 3 ans? Et surtout, avec quel financement, nous y reviendrons. Deuxième remarque, l'approbation du PLU passe par un travail de concertation préalable et obligatoire avec ce que nous appelons les personnes associées, c'est-à-dire notamment les villes voisines. À notre connaissance, rien n'est prévu à ce stade. Comment comptez-vous mener ce travail en respectant les délais de concertation et en évitant de traiter le sujet par-dessus la jambe comme vous êtes en train de le faire avec les Montreuillois? Troisième remarque, vous dites vouloir vous engager sur un ratio logement-bureau de 1,8, soit 270 000 m² de logement pour 150 000 de bureaux, c'est-à-dire, vous l'avez dit, 700 logements par an. Or, Madame Vipré ne peut ignorer que pour 500 logements qui sont construits, il faut compter environ une centaine d'enfants à inscrire dans nos écoles. Donc, si nous suivons vos hypothèses, et d'ailleurs je suis surpris que dans aucune des interventions qui ont eu lieu précédemment, vous n'ayez parlé de la question des équipements publics, si nous suivons vos hypothèses, la ville devra assurer la construction de plusieurs établissements scolaires, le financement de dizaines de postes pour accueillir, encadrer l'ensemble des enfants et des familles que vous voulez installer sur le territoire. C'est une augmentation d'environ 10% de la population. Avec quelles ressources? La question se pose d'autant, Catherine Pilon l'expliquait dans son intervention, que vous prenez la décision de réduire la part de bureaux à installer sur le territoire
pourtant source de revenus, même si insuffisants, même si des remises en cause sont en perspective, mais des activités indispensables pour l'équilibre de la ville. Quatrième remarque, je vous rassure, il n'y en a que 5, l'intercommunalité. Vous le dites vous-même, cette convention est caduque avant même qu'elle ne soit votée par votre majorité. Pourquoi? Parce que l'intercommunalité viendra modifier le cadre des engagements inscrits dans cette convention. Mais pour cela, encore faudrait-il savoir où nous allons. Or, les Montreuillois ne sont pas consultés. Notre conseil municipal n'a que la presse locale pour se tenir informé de notre prochain basculement dans l'intercommunalité, alors que c'est dans cette enceinte que devraient se discuter et se trancher ces questions. Selon quel périmètre, mais surtout sur quel contenu, quel projet structurant pour notre ville. Une fois de plus, pas de concertation et pas de dialogue, ou alors plutôt, pour être tout à fait honnête, concertation et dialogue minimaliste. Nous apprenons seulement aujourd'hui la convocation d'une probable réunion mi-avril pour discuter de ces sujets-là. J'ai l'impression qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. Cinquième remarque, les murs à pêche. Une commission a été mise en place, Manuel Martinez en a parlé. Il aurait été bien qu'elle peut-être remette d'abord son rapport, ce qui nous aurait permis de discuter sur la base des réflexions et des propositions de cette commission. Or, à ce stade, où est ce rapport? Nous ne l'avons pas. Quelles sont ses conclusions? Et permettez-nous de vous dire que nous nous étranglons un peu à la lecture d'un terme que, pour un certain nombre de personnes autour de cette table, on pensait qu'il serait banni pour vous. Vous utilisez le terme d'urbanisation des murs à pêche. En conclusion, vous l'aurez compris, pour le groupe de la Gauche unie et citoyenne, ce projet de convention n'est ni amendable, ni améliorable, ni acceptable. Il est tout simplement le reniement de l'identité même de la ville. Il entend faire table rase du Montreuil attractif, populaire, dynamique et ouvert. Pire encore, pour nous, c'est le recul de l'axe du développement économique au profit d'une surdensification urbaine, c'est-à-dire un accroissement sensible de la population à moyen terme. Cela veut dire la mise en cause de politiques sociales et culturelles qui souffriront de l'absence de ressources fiscales. Avec une telle convention, vous voulez briser les équilibres socio-économiques de la ville. Cette perspective ne sera pas cautionnée par les élus du groupe de la Gauche unie et citoyenne et nous voterons contre ce texte. Merci. Monsieur Le Checker, je vous ai évidemment laissé parler parce que c'était intéressant comme démonstration, même si le point des murs à pêche était à la limite du hors-sujet. Mais je vous rappelle que pour que tout le monde puisse s'exprimer et que le débat reste un peu compréhensible et ne se limite pas à de longs monologues, les interventions devraient, chaque fois que c'est possible, ne pas excéder 5 minutes. Monsieur Brard. Merci, Madame la sénatrice Vert. Je ne reviendrai pas sur la question d'avant parce que je voulais vous faire une proposition pour plus net, c'est que nous fassions les démarches ensemble auprès du préfet, du procureur de la République, puisque j'ai obtenu des rendez-vous et de plusieurs cabinets ministériels. Donc je ferme la parenthèse. J'en viens à l'objet de cette délibération qui est extrêmement important puisqu'il s'agit de l'avenir de la ville et Messieurs Martinez, Mossoin, Mme Pilon nous ont fait une présentation. Je ne suis pas sûr que nos concitoyens aient compris exactement tout ce qu'il fallait comprendre dans la façon dont les propos ont été formulés, parce que la présentation, elle a été très avenante, tranquillisante, pateline, je dirais, et même endormissante. Vous savez, il y a une lettre du préfet de région qui est arrivée et qui dit, et on va en venir à l'essentiel tout de suite, et je n'irai pas au-delà de mes 5 minutes, vous allez voir, le préfet de région qui est le représentant de Nicolas Sarkozy pour la région, vous le savez bien, et c'est un nouveau préfet de région, ce n'est pas tout à fait par hasard, dit les dispositions inscrites dans le projet de convention d'équilibre habitat-activité entre l'État et la commune de Montreuil ont été notées. Elles n'appellent pas d'objection de ma part. Pourquoi le représentant de Nicolas Sarkozy dans la région dit qu'il est d'accord avec la commune de Montreuil? C'est tout simplement parce que la commune se fixe, alors pour le coup en rupture avec le passé, de réaliser les objectifs qui ont été assignés par le gouvernement. Et
nos 3 collègues qui sont intervenus ont un peu, comme disent les jeunes, embrumé, ou ont essayé d'embrumer nos concitoyens. Je vais résumer les enjeux, et évidemment, Madame la sénatrice maire, c'est pas tant pour vous, je le dis, parce que vous le savez très bien ce qu'il y a dans cette convention d'équilibre, que pour nos concitoyens. Si cette convention d'équilibre était réalisée, nous allons vers les 150 000 habitants. C'est-à-dire, oui, M. Mosman a eu l'honnêteté de le dire, c'est la densification. Mais il n'y a pas que des habitants. Cela fait en moyenne un groupe scolaire tous les 18 mois, sans compter supplémentaires, bien sûr, sans compter les autres équipements publics comme crèches et gymnases. Pour cela, voyez-vous, il faut de la place. Il faut de la place, et ça, vous ne l'avez pas dit dans vos propos respectifs. Où allez-vous installer ces équipements publics? Et puis, accessoirement, comment allez-vous les financer? Un groupe scolaire, c'est 10 à 15 millions d'euros s'il est fait convenablement. En réalité, aller vers les 150 000 habitants, plus tous les équipements qui sont nécessaires, et en réduisant la voilure dans les conditions qui ont été dites du point de vue de l'équilibre entre logement et activité économique, c'est déstructurer la ville comme elle existe par son histoire, c'est transformer Montreuil en une sorte, il y en a qui en rêvent, de 21e arrondissement de Paris, mais en mangeant forcément une partie importante des espaces disponibles et en densifiant. C'est-à-dire que, et pour des gens qui ne sont pas bien assimilés à la commune, qui ne s'y identifient pas, je comprends que ça ne pose pas de problème, mais pour les Montreuillois, évidemment, ça va poser problème, et j'appelle nos concitoyennes et nos concitoyens à réagir dans les quartiers comme il convient pour préserver notre ville de ces ambitions qui détruiraient notre cadre de vie, notre tradition. Je sais que c'est un mot que vous n'aimez pas, mais s'il y a du bien vivre ensemble à Montreuil, c'est parce que nous inscrivons dans une histoire et que nous sommes nombreux à Montreuil à ne pas vouloir aller vers d'autres horizons qui transformeraient Montreuil en Montreuil béton et dans une aventure financière invraisemblable du fait de la réalisation des équipements publics que j'ai dit tout à l'heure, mais le plus fondamental pour moi, Madame la sénatrice maire, c'est que vous ayez l'approbation du préfet de région, ce qui ne risquait pas d'être notre cas dans le passé, parce que nous sommes toujours opposés à cette politique et nous continuerons de le faire. Personne ne vous arrive à la cheville pour ce qui concerne le ton patelin et endormissant. Personne n'est capable, ici autour de cette table, de faire usage à l'égard des habitants de Montreuil d'un ton aussi paternaliste et aussi méprisant. Mon pari, c'est qu'ils ont très bien compris ce dont il est question. Alors que par le passé, chaque fois qu'on construisait 1 mètre carré de bureau, il y avait 1 mètre carré de logement, on s'engage désormais à construire pratiquement 2 mètres carrés de logement pour chaque mètre carré de bureau. Les Montreuillois ne confondent pas bétonisation et urbanisation. Oui, bien sûr, nous souhaitons urbaniser Montreuil, au sens d'en faire une ville à vivre. Nous ne souhaitons pas reproduire ce qui s'est passé dans le Bas-Montreuil, où c'est vous qui avez dénaturé l'identité de la ville en détruisant des immeubles certes dégradés pour y mettre des bureaux sans âme. Nous entendons effectivement discuter autrement avec les promoteurs, mettre en place de la mixité sur chacune des opérations et obtenir d'eux qu'ils intègrent à leur projet certains des équipements publics dont nous avons besoin. Ainsi, nous serons amenés lors d'une prochaine séance à rediscuter du cœur de ville. Moi, je suis plutôt fière de savoir que dans cet espace voué au commerce et aux bureaux, on aura non seulement plus de logements, mais aussi une crèche, mais encore un centre de santé. On aura l'occasion d'y revenir. Concernant le préfet, et alors qu'il est de notoriété publique qu'une bonne part de votre activité se résume à envoyer urbi et torbi des lettres
pour soutenir les causes les plus diverses. Je voudrais que vous ne soyez pas aussi méprisants. Le préfet est le représentant de l'État. Le préfet est garant de la continuité de l'État et de la conduite des politiques publiques. Et donc, en faire simplement des valets du grand capital ou des valets du président de la République, c'est tout simplement insultant pour des gens qui sont d'abord de hauts fonctionnaires. Certains sont capables aussi de résister, se mobiliser. Je crois qu'ils ont été à notre côté quand nous avons souhaité remettre en cause les autorisations de bureau que vous aviez attribuées pour des centaines de milliers de mètres carrés qui auraient contribué bien plus que tous les discours de ce soir à dénaturer l'identité de Montreuil. Un dernier mot pour dire que nous avons à Montreuil pratiquement 6 000 demandeurs de logement. Un bon nombre d'entre eux attendent depuis une dizaine d'années. Alors, quand on regarde le passé, effectivement, on peut se gargariser de ce qui a été fait. Loin des objectifs affichés qui étaient de l'ordre de 40% de logements sociaux, on a réalisé à peu près un quart de logements sociaux dans les nouvelles constructions ces dernières années. Nous souhaitons rehausser ce pourcentage, faire en sorte que dans chaque programme de construction, y compris les constructions du Bas-Montreuil, y compris les constructions desservies par le métro, on ait un pourcentage très significatif de logements sociaux, parce que nous ne souhaitons pas remplir les écoles de Montreuil avec les enfants de famille qui viendraient ailleurs chercher moins cher, ce qui n'existe plus à Paris. Nous souhaitons en priorité répondre aux familles qui sont déjà ici, qui sont mal logées ou pas logées du tout, logées par des familles ou par des amis. Et donc c'est notre priorité. Et c'est ce que nous disons aussi aux promoteurs, parce qu'on n'a qu'un seul langage pour les Montreuillois et pour nos partenaires économiques. Nous souhaitons que dans cette ville où il y a de l'espace, on fasse de la place pour ceux qui en ont besoin. Merci. Vous aussi? Ah, excusez-moi, je ne vous avais pas vu, Monsieur Molossi. Je m'étais fait discret. Certains me soufflent tout petit, ce qui est presque une attaque personnelle. Madame la sénatrice Mier, pas tout petit, mais pas trop long. Pas tout petit, mais pas trop long. Je vous promets de tenir dans les délais impartis par notre règlement intérieur. Madame la sénatrice Maire, mes chers collègues, le document que vous nous soumettez ce soir suscite à la fois de nombreuses interrogations, des réserves et un constat. Le constat tout d'abord, à lire le préambule, la méchante ancienne municipalité n'aurait pas trop mal travaillé en parvenant dans un contexte difficile à construire des logements, à apporter des rentrées de taxes professionnelles et à poursuivre le mouvement de rééquilibrage territorial de la ville. On pourrait dès lors s'interroger, d'autres l'ont fait, sur la volonté qui semble vous animer de modifier cette politique alors que les contextes à la fois francilien, national et international sont bien différents aujourd'hui et que les effets de la crise commencent à se faire sentir. Les réserves ensuite. On apprend beaucoup dans ce document, notamment la révélation d'informations qui n'ont pas encore été débattues dans l'enceinte du conseil municipal. Vous annoncez ainsi la réalisation de l'intercommunalité dans le préambule. Elle reste à l'heure d'aujourd'hui un vœu pieux et nous n'avons d'ailleurs discuté ici même que de la sortie de notre commune de l'ACTEP, ce qui, je vous le rappelle, alors même que nous avons, en ce qui nous concerne, été favorables à l'hypothèse de la mise en place d'une intercommunalité, au jour où nous nous parlons, aucun débat n'a eu lieu au sein même de cette instance, qu'est le conseil municipal, pour en discuter le périmètre, les compétences, le projet. Vous énoncez également la réalisation pour septembre 2010 du plan local d'urbanisme, alors que nous n'avons pas encore ici même discuté du projet de plan d'aménagement et de développement durable, qui est le corpus politique de la révision du PLU, structuré en partie par l'ancienne municipalité et que vous souhaitiez modifier. Vous n'avez pas encore consulté la population à ce sujet et vu les délais inhérents à la procédure d'élaboration du PLU et les recours possibles, il est hasardeux, nonobstant l'investissement et les compétences des services de la ville, d'envisager sérieusement qu'il soit opposable en septembre 2010. Nous ne pouvons de ce point de vue que déplorer la méthode employée. Vous qui n'avez de cesse de répéter que vous souhaitiez pratiquer la politique autrement, que votre méthode de travail prône en permanence le dialogue, l'échange, la concertation, à la fois avec les élus,
les agents et la population, méthode par ailleurs que nous approuvons telle qu'énoncée. Voilà une nouvelle illustration du non-respect du vieil adage selon lequel je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Que nous n'ayons pas toujours les mêmes points de vue est parfaitement normal, ce sont après tout les règles du jeu de la démocratie. Mais que vous vous pariez en permanence du costume de donneur de leçons en matière de démocratie, vous nous permettrez, au regard de ces difficultés qui nous semblent notables en matière de méthode utilisée, d'en douter fortement, surtout à l'aune de la concertation actuelle du PLU, du mutisme, même si récemment il a été rompu notamment par voie de presse sur l'opération Cœur de Ville, alors que vous vous étiez engagé devant la population au cours des réunions C'est Parti à en dévoiler le contour en janvier 2009. Les interrogations enfin. Pourquoi ce document est-il si étrangement silencieux sur le rééquilibrage Est-Ouest de la région, sur les intentions politiques, vos intentions politiques pour obtenir ce juste rééquilibrage qui pénalise fortement les habitants de Montreuil en particulier et du département en général? Aucune remise en cause notamment du statut dérogatoire obtenu par l'établissement public de gestion du quartier de la Défense, qui est dispensé des procédures d'agrément et qui fait bénéficier au département des Hauts-de-Seine d'un statut dérogatoire et surtout contourne un document auquel il a été d'ailleurs fait allusion à plusieurs reprises dans les propos de mes collègues, les objectifs de rééquilibrage du schéma directeur de la région Île-de-France. Vous annoncez par ailleurs des programmes de logement à venir, mais hormis la réalisation des logements dont les permis ont été obtenus entre 2001 et mars 2008, qu'avez-vous comme nouvelle réalisation concrète à nous annoncer? Vous dites « réalisons 700 logements par an ». Nous vous répondons « chiche, nous sommes partants ». Dites-nous où seront-ils implantés, quel type précisément de logements. Nous sommes demandeurs de plus de précisions, surtout sur les logements sociaux, sur le financement indispensable des équipements publics, notamment en matière scolaire, mais aussi plus largement en matière de crèches, de gymnases et d'équipements publics de manière générale. Vous parlez, page 17 du document, de la signature avec l'établissement public foncier d'Île-de-France d'une convention stipulant le portage foncier de sites dits d'impulsion. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un site d'impulsion et surtout où sont-ils situés sur le territoire communal? Vous évoquez aussi, page 17, l'urbanisation de plusieurs périmètres, dont celui des murs à pêche. Que recouvre pour vous la notion d'urbanisation des murs à pêche? Autre question concernant cette décidément très intéressante page 17. Vous dites vous engager à favoriser la constitution d'une offre de locaux d'activités diversifiées destinés à l'artisanat, à l'industrie et au stockage. Qu'entendez-vous par stockage? À la lecture globale du projet de convention, les doutes l'emportent sur les certitudes. Vous venez de faire paraître une publication vantant votre première année de mandat qui affiche en une, un an déjà, et qu'est-ce que cela change? Cela change beaucoup de choses lorsque l'on lit la convention. Ça risque de changer beaucoup de choses pour la population, et même si nous ne remettons pas en doute votre volonté en matière notamment de logements sociaux, les interrogations et les questionnements l'emportent, car les programmes de logement que vous annoncez ne seront pas forcément, et c'est là l'une de nos inquiétudes, pour la frange de la population qui en aurait le plus besoin. Et alors que nous avons toujours soutenu le maintien des populations présentes dans la ville, combiné à l'arrivée de nouvelles familles, ce qui n'est en rien une remise en cause de la densification, vous ne semblez vous intéresser qu'aux futurs habitants d'hypothétiques constructions. D'autant plus hypothétique que la grave crise à multiparamètres dans laquelle nous sommes entrés et dont les conséquences sont à venir pour les salariés, les retraités, mais aussi les entreprises et donc l'emploi, aura des conséquences, n'en doutons pas, sur la capacité à mobiliser des financements tant publics que privés. Nous le déplorons et sur la base de ces remarques, le groupe des élus socialistes votera contre cette délibération. Merci. On est allé au-delà des 5 minutes. Monsieur Molossi, Monsieur Seret. Oui, Madame la sénatrice maire, je vais essayer de ne pas faire trop de redites.
Donc cette convention, effectivement, qui nous est proposée, commence par un bilan. Un certain nombre de mes collègues ont parlé effectivement de l'accroissement de la population, de l'emploi. Je voudrais simplement rappeler que dans ce bilan, on constate sur les 10 dernières années une augmentation de 13% de la population. Si toutes les villes de la région parisienne avaient rempli cet objectif, une grande partie de la question de l'étalement urbain, qu'a soulevé Daniel Mossman, serait résolue. Avec 45 000 emplois, la ville a retrouvé son potentiel d'emploi des années 90. Là aussi, on peut regretter aussi une mutation de la nature des emplois. Effectivement, ça a été plus des emplois de bureaux, mais les emplois à caractère industriel comme la mécanique ou encore les traitements de métaux ont disparu de la première couronne et ça touche essentiellement des petites parcelles, moins de 500 mètres carrés, on y reviendra. La réalisation de 400 logements par an, en prenant en compte bien évidemment le désengagement de l'État en matière de logement social, on y reviendra. Et la non-réalisation du tramway depuis Noisy, qui était dans la convention précédente un élément important de l'attractivité du territoire pour la réalisation de logements, notamment en accession pour rééquilibrer vers le Haut-Montreuil. Mais cette convention se situe dans un nouveau contexte, la volonté de Nicolas Sarkozy de développer le Grand Paris, avec toujours l'accroissement des inégalités entre l'Est et l'Ouest. Je l'ai déjà dit dans cette enceinte. Davantage de richesses pour l'Ouest, notamment en autorisant, ça a été dit, plus d'1 million de mètres carrés de bureaux à la Défense, et la satisfaction des besoins sociaux à l'Est, au travers de la réalisation des logements, des équipements, écoles, crèches, gymnases, etc. La disparition annoncée de la taxe professionnelle n'affectera pas les communes de l'Ouest, puisqu'elles ont peu de besoins sociaux à satisfaire. Mais dans le même temps aussi, que penser du désengagement de l'État en matière de logement, notamment sociaux, moins 7% sur le budget du logement social. Voyez les difficultés pour réhabiliter la Cité de l'Espoir, nous y reviendrons. L'État s'est engagé à 25%, vous nous faites des hypothèses aujourd'hui prudentes, y compris à 0% de participation de l'État. Plus de 10 ans pour sortir l'opération Victor Hugo, qui n'est toujours pas financée. Elle le sera certainement un jour. Elle sera votre actif. Même chose pour l'opération Villiers-Papillon, plus de 10 ans pour le financement. Et effectivement, même si la solution qui a été trouvée de réaliser cette opération en totalité en logement social montre les difficultés à faire des montages financiers. Et la mise en place de la loi Boutin, qui ne va pas dans le sens de la production de logements sociaux, mais bien dans le sens d'un rééquilibrage vers le privé. C'est le libéralisme. Et vous laissez croire aux Montreuillois que vous allez pouvoir contrecarrer ce libéralisme, contrecarrer le logement marchandise, dénoncé par toutes les associations, cette loi Boutin, qui, au passage, n'accueille plus les classes moyennes. C'est terminé. Les classes moyennes n'ont plus accès au logement social. Que penser du désengagement de l'État en matière de transport? Le prolongement de tram, oui, se réalisera un jour. Et je crois qu'il faut saluer la décision de Jean-Paul Huchon de lancer la rocade de métro Arc Express sans attendre l'État. Mais il l'a annoncé, le délai de réalisation passera de 10 ans au lieu de 15 ans. Pardon, passera de 15 ans au lieu de 10 ans. Et pendant ce temps-là, les Franciliens vont galérer dans les déplacements Est-Ouest, contraires au développement durable. Venons-en à vos propositions. Le bilan souligne que l'objectif était de construire du logement social dans le Bas-Montreuil dans un but de rééquilibrage. Mais les premières décisions que vous prenez sur 700 logements, c'est 75% de logements privés sur les différentes opérations dans le Bas-Montreuil. C'est ce qui est écrit dans Tous Montreuil. J'ai recompté les chiffres, recomptez-les. C'est 75%, Monsieur Martinez. C'est ce qui est annoncé aussi dans le Parisien. Sur les 700 que vous programmez, sur les 8 opérations qui sont actuellement en révision. Donc, ça ne va pas dans le sens de l'affichage du maintien d'un taux à 35%, car le différentiel, où allez-vous le réaliser et avec quel financement? Les 25% dans le Bas-Montreuil, nous en ignorons la véritable nature. Est-ce que ça sera du logement très social, du logement intermédiaire? Ne serait-ce pas tout simplement la réalisation d'une partie
des 40 000 logements achetés sur les promoteurs en avance de fonds dans le cadre du programme de relance de Sarkozy. Vous n'avez aucune contrepartie concrète de l'État pour rattraper le nombre de bureaux occupés par l'État. Au passage, d'ailleurs, les services de la préfecture avaient été très embêtés quand les services de la ville leur avaient fait remarquer qu'un emploi occupé par l'État, qu'un emploi de l'État, par contre, occupait 21 mètres carrés contre 9 mètres carrés pour un emploi du privé. Vous n'avez rien de concret, aucun engagement sur un accompagnement pour une opération d'amélioration de l'habitat ancien, sur l'habitat insalubre. Vous proposez que les terrains industriels de plus de 500 mètres carrés mutent vers de l'habitation. Cela va à l'encontre de solutions pour les PME, PMI. Ce n'est pas sur ces parcelles-là qu'on aurait pu faire du bureau. Cela va à l'encontre du maintien des terrains pour les générations futures. Il n'y a aucune étude d'impact de cette décision. Sur les besoins scolaires, ça a été dit, équipements, etc. Sur les effets spéculatifs, sur la destruction du tissu PME-PMI. Enfin, j'en viens à ce qui pour moi est quand même le meilleur. Contrairement à ce qu'a dit M. Martinez, page 17, il n'est pas écrit que ça serait partiellement une urbanisation d'un petit secteur des murs à pêche. Non, il est dit c'est l'ouverture à l'urbanisation de plusieurs périmètres, secteur Boissière, secteur de la rue Paris, pourtour du tramway et murs à pêche. Certains dans cette assemblée, permettez-moi de faire un peu d'humour, vont devoir manger leur chapeau, ou à défaut la délibération, car pendant 7 ans, que n'ai-je entendu sur le bétonnage des murs à pêche? Devrais-je vous rappeler l'instance de classement des 37 hectares? 37 hectares, cela n'avait donc comme objectif que de bloquer les projets de la municipalité précédente. Que vont penser les membres des associations des murs à pêche? Mais faisait-elle partie de ces associations amies lourdement subventionnées que vous dénoncez dans votre bilan d'1 an? En conclusion, parce qu'il y a trop d'incertitudes en matière d'équipement, trop de risques de déséquilibre sociologique et économique, trop de risques de voir notre ville livrée aux promoteurs, un risque d'une augmentation de population incontrôlée, le groupe communiste et apparenté votera contre cette délibération. Là encore, on est à 10 minutes, donc je vous laisse juge. Soit ça s'autorégule, soit je le ferai de façon plus autoritaire, parce qu'on a le droit mais vous couperez, mais non, mais sénatrice maire, vous couperez. J'aimerais l'éviter. J'aimerais l'éviter, et je souhaite ne pas en arriver à ces extrémités. Monsieur Martinez. Bien, je vais donc essayer d'être bref, mais comme disait souvent l'ancien maire, c'est pas à force de répéter des contre-vérités qu'elles deviennent des vérités, n'est-ce pas? Donc là, on en a eu quand même un échantillon assez remarquable. D'abord, vous avez rappelé le bilan de l'ancienne équipe sur le développement économique. Personne ici vous a reproché d'avoir développé économiquement la ville. Ce que l'on vous reproche, c'est de l'avoir fait de manière pas du tout harmonieuse, en concentrant de l'immobilier de bureau dans des quartiers qui sont devenus sans vie. C'est ce que vous reprochent aussi les habitants de ces quartiers. Il suffit de les rencontrer pour s'en apercevoir. Le deuxième point sur lequel vous revenez en permanence, vous nous dites les ressources fiscales. Les ressources fiscales, quelles ressources fiscales pouvez-vous me dire a apporté l'installation des offices agricoles, l'installation des services des douanes ou bien encore du ministère des Finances? Pas de ressources fiscales. Reprenez la dernière DM, vous attendiez pas. Attendez, je ne vous ai pas interrompu, je vous ai écouté religieusement, Monsieur Serret, donc vous allez écouter ma brève intervention, elle va être beaucoup plus rapide que la vôtre. Troisième point, vous nous dites, il n'y a rien de concret avec l'État. Mais si, il y a du concret, puisqu'un avenant est d'ores et déjà prévu si d'autres entreprises publiques s'installent sur le territoire. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a eu de concret après le déversage de bris de Meaux au conseil municipal de Meaux en présence de Jean-François Copé. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a eu de concret. Rien du tout, il n'y a rien eu de concret avec les services de l'État. Vous nous dites
Nous inscrivons dans la politique de Nicolas Sarkozy parce que le préfet de région a adopté, ça je crois que c'est le summum, a mis un avis favorable. Mais pas du tout, vous avez du mal à comprendre. On s'inscrit non pas dans les objectifs de Nicolas Sarkozy, mais dans les objectifs du schéma directeur de la région Île-de-France. Alors peut-être que vous assimilez Jean-Paul Huchon et son équipe au sein du conseil régional à Nicolas Sarkozy. Nous, c'est pas du tout notre perception. Vous parlez de l'absence de financement pour la réalisation de tous ces logements sociaux. Là aussi, c'est un peu fort de café, puisque sur les révisions du plan d'occupation des sols que nous menons, je rappelle que vous aviez prévu de réaliser 0 logements sociaux sur toutes ces parcelles. 0 logements sociaux. Il était prévu que du bureau. Donc aujourd'hui, vous nous dites « Ah, mais il n'y en a pas assez ». Vous, c'était 0. Et quand vous nous dites qu'il n'y en a pas assez, je crois que vous avez mal lu, il doit y avoir une imprécision dans le Parisien peut-être, il est prévu dans les délibérations au moins 25% de logements sociaux. Au moins 25% de logements sociaux. Je peux d'ores et déjà vous dire que sur une des opérations, par exemple à l'angle de la rue Émile Zola et de la rue du Progrès, sur ce site, les logements réalisés seront 100% des logements sociaux. Je peux aussi vous dire que sur l'opération rue de Paris, 63 rue de Paris, ancienne station-service, qu'était-il prévu d'ailleurs sur ce projet? Rien de particulier. Il sera réalisé là aussi au moins 40 à 50% de logements sociaux. Donc vous voyez, toutes les inexactitudes que vous avez rapportées ne justifient pas l'avis que vous aviez émis sur ce document. Enfin, je précise que tous les logements sociaux qui vont être réalisés à l'occasion des révisions du plan d'occupation des sols, donc près de 700 logements au total, nous verrons au final quelle sera la proportion de logements sociaux, mais je peux d'ores et déjà vous dire, avec les chiffres que je viens de vous annoncer, qu'elle sera très supérieure à 25%, ne nous coûteront pas 1 euro en surcharge foncière. Pas 1 euro en surcharge foncière. Voilà, moi j'aurais aimé que par le passé, vous puissiez réaliser autant de logements sociaux sans verser des surcharges foncières. Comme je vous l'ai dit, c'était simplement une question de volonté politique, de convaincre les promoteurs de réduire leurs marges sur la réalisation d'opérations de bureaux pour financer du logement social. Vous ne l'avez pas fait, nous l'avons fait. J'entends sur ma gauche quel type de logements sociaux. Effectivement, selon les programmes, le pourcentage est variable. Je voudrais vous rassurer en tout cas, il y a beaucoup plus de PLAI dans les projets du Bas-Montreuil qu'il y en avait dans, je prends au hasard, tel immeuble qui a fait couler beaucoup d'encre à une époque, rue Pasteur par exemple, où on nous annonçait mais on peut casser les arbres puisque c'est pour faire du logement social. La réalité, c'est que ce ne sont pas réellement des logements très sociaux, mais bien plutôt des logements de plus haut standing. Je voudrais répondre à Monsieur Molossi pour juste lui donner une information qui lui avait peut-être échappé. Nous ne sommes ici ni au conseil municipal de Suresnes ni de Puteaux, nous sommes au conseil municipal de Montreuil et c'est pour ça qu'on ne parle pas beaucoup dans le document de la défense et du rééquilibrage de la région parisienne entre l'Est et l'Ouest. On assume notre part de responsabilité. Je veux bien que par le passé, on ait raconté qu'on avait notre dose de pauvres, de SDF, de Roms, et qu'on en ferait davantage une fois que Neuilly-sur-Seine aurait pris sa part. La réalité, c'est que les personnes qui sont ici, qui ont leur famille, leur réseau de socialité, dont les enfants vont à l'école, n'ont pas du tout envie d'être déportés dans l'Ouest parisien. Ce sont des gens qui sont des Montreuillois et pour lesquels nous souhaitons effectivement répondre aux besoins de logement, de formation, etc. Je ne voudrais donner à personne de leçons en matière de concertation, mais vous l'aurez noté, nous sommes engagés dans un certain nombre de démarches qui sont relativement lourdes déjà, sur le PADD, sur le PLU, sur le plan climat, sur l'agenda 21. Et c'est vrai qu'on peut faire de la concertation sur tous les dossiers qu'on aura examinés au conseil municipal. On essaie de le faire en amont avec les acteurs concernés, mais nous ne pouvons pas nous contenter d'organiser urbi et orbi des consultations sur tous les sujets, en sachant que ce sont éternellement les quelques dizaines des personnes habituées, rompues à cet exercice qui seront présentes. Alors c'est vrai qu'on aurait pu imaginer une ou deux réunions publiques qui auraient été l'occasion de présenter la convention Habitat Activité au Montreuillois.
sait déjà qui serait venu. Ce sont les personnes qui ont été consultées, je crois. Vous avez eu l'occasion de poser les questions qui vous intéressaient lors de la réunion de préparation du conseil municipal. Je crois savoir que vous ne l'avez pas fait. Ça aurait peut-être été l'occasion d'aller plus loin encore dans le débat entre nous si vous l'aviez souhaité. Dernier point peut-être, pour dire que je comprends que c'est une habitude ancienne et bien ancrée, mais je pense que ce serait intéressant qu'on arrive à parler de Montreuil autrement que de façon misérabiliste. C'est vrai que l'État ne fait pas ce qu'il devrait. C'est vrai que les difficultés financières, sociales de la ville sont majeures. Mais le discours de M. Seuret tout à l'heure me met un peu mal à l'aise aussi, parce qu'il n'y a peut-être pas que des Montreuillois qui les entendent. Et je pense qu'on a besoin aussi de porter un discours un peu positif sur l'avenir de notre ville, pour qu'elle soit aussi attractive pour des entreprises, pour des activités qui souhaiteraient s'y implanter, par exemple. Ça fait aussi partie de ce mouvement de mobilisation contre le libéralisme que de ne pas intégrer les critiques caricaturales que d'autres font à Montreuil et qui ne me paraissent pas justifiées. Monsieur Molossi, vous avez redemandé la parole, vous avez déjà bien débordé tout à l'heure. Je vous promets que je resterai... Donc 41 secondes, pas plus. Non, je vous assure, silencieux tout le reste de la séance, ou presque. Non, rapidement, Madame la sénatrice Maire, sur la question relative à cette convention, je vous ferai simplement une remarque. Lors de la fameuse réunion à laquelle vous faites allusion, la commission technique, nous n'avions pas à notre disposition alors ce document, et à la demande d'ailleurs de Patrick Petitjean, ce document, il nous a été indiqué que ce document ne nous avait pas été remis puisqu'il venait d'être le jour même signé et que donc pour des raisons techniques nous ne l'avions pas, ce qui explique les quelques questions un peu précises que je me suis permis de souligner, donc acte et sans la moindre polémique. Enfin, juste un tout petit mot. Bien évidemment, je partage pour être Montreuillois et attaché à cette ville et à ce territoire, le fait qu'il faille porter une vision qui ne soit pas simplement qu'une vision qui mette en avant les difficultés. 40 secondes en tout, oui, pour chaque sous-question. Oui. En même temps, et je ne dis pas que vous le faites, je pense que les difficultés sont aussi là et qu'il nous appartient à tous, avec nos sensibilités, de les prendre en considération. Juste une remarque quand même sur la réponse que vous avez bien voulu me donner sur mon manque d'observation. J'avais bien noté que nous n'étions pas dans les Hauts-de-Seine, Madame la sénatrice Maire. Par contre, je ne voudrais pas, là encore, que vous me prêtiez ou que vous me fassiez passer pour ce que je ne suis pas. Et en l'occurrence, je n'ai jamais souhaité qu'aucun Montreuillois ne soit déporté ailleurs qu'à Montreuil. J'ai même combattu et je combattrai toujours, y compris à vos côtés, Madame la sénatrice Maire, pour que les Montreuillois et ceux qui le souhaitent, leurs enfants, puissent rester dans les meilleures conditions possibles sur notre territoire. Donc je souhaite que voilà, on ne caricature pas, je ne l'ai jamais fait, mais ne caricaturez pas les propos ni les positions des uns ou des autres, parce que je ne veux pas tomber dans ce piège de caricaturer vos propres propos. De grâce, ne caricaturez pas les miens. Le débat est terminé. Nous venons de passer 1h40 sur la première question de l'ordre du jour. Je suis convaincue que les personnes qui nous observent et qui ont envie de connaître la suite ne comprennent rien à cette redondance d'arguments ressassés.